Bonsoir à tous, les grandes gueules Moyen-Orient sont au grand complet comme tous les soirs pour débattre et échanger sur les grands thèmes de ce mardi 19 janvier et les voici. Le confinement en Israël sera prolongé de 10 jours. Face à un record de contamination, 10 000 nouveaux cas, le gouvernement prend des mesures radicales. Mais jusqu'où le peuple peut-il suivre? Partout, des signes de désobéissance se font jour. Ce sera notre débat au pays de Bibi. C'est un sujet hautement sensible. L'examen de la loi sur le séparatisme a débuté hier à l'Assemblée nationale. Certains dénoncent un texte vidé de son sens, d'autres un acharnement contre les musulmans. Nous vous avons posé la question sur Twitter. Nous en parlerons également avec David Guiraud, porte-parole jeunesse de la France insoumise. À quoi joue Ankara? La Turquie multiplie les appels du pied vers l'Europe, mais aussi vers les pays du Golfe. Alors est-elle redevenue fréquentable? Nous poserons la question à Jean-François Colossimo. Le théologien passera aujourd'hui le grand oral des GGF. Et bonsoir à nos grandes gueules du soir. Bonsoir Noémie Aliwa. Bonsoir Meir Habib, député UDI des Français de l'étranger. Pierre Besnéno, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous rejoindre dans les grandes gueules Moyen-Orient. Ancien président notamment du Congrès juif européen. Je salue également nos grandes gueules à Paris ce soir. Laetitia Croupa, journaliste spécialiste en communication politique. Bonsoir ma chère Laetitia. Bonsoir également Amin El Khatmi, président du Printemps républicain. On ne vous voit pas encore, mais on vous a entendu, donc tout va bien. Et voilà, et si vous le voulez bien, place à notre premier débat au pays de Bibi, mais pas que aujourd'hui. Les Israéliens vont-ils bientôt crier unanimement « Il y en a marre » ? Face à ce record de 10 000 nouveaux cas recensés en 24 heures, le gouvernement israélien annonce aujourd'hui des mesures choc. Le confinement est prolongé de 10 jours jusqu'au 31 janvier. Mais qui obéira? Car depuis pas mal de temps, Noémie Aliwa, une partie de la population ne suit pas franchement les consignes. Pas franchement du tout, pas du tout même. Il suffit de sortir dans la rue à Tel Aviv bien pour voir que les Israéliens respectent infiniment moins ce troisième confinement que le premier. Alors certains veulent simplement respirer, prendre l'air, décompresser d'un contexte difficile, mais certains n'hésitent pas ouvertement à défier l'autorité de l'État en bravant toutes les consignes sanitaires. C'est le cas de certains orthodoxes, notamment. Pas plus tard qu'aujourd'hui, il y a eu un événement à Bnei Brak. La police a dû intervenir pour fermer un centre d'école talmudique, un centre d'études talmudiques qui était resté ouvert de façon clandestine. Les agents de police ont par ailleurs reçu des pierres, comme c'est souvent le cas dans ces quartiers. Alors il n'est pas question de les stigmatiser, ils ne sont pas les seuls à violer ouvertement les consignes sanitaires. Citons aussi certaines villes et villages arabes qui sont aussi des foyers de contamination, notamment parce que des mariages sont maintenus aussi de façon clandestine, de même que certains manifestants politiques qui continuent à braver des interdits, notamment pour protester à Jérusalem contre le Premier ministre. Mais Habib, il y a certains orthodoxes, il y a certains manifestants à Balfour, il y a certaines personnes dans les villages arabes. Bref, on ne compte plus les minorités qui aujourd'hui ne respectent pas les règles de confinement en Israël, qui en plus sont renforcées. Que fait la police ? D'abord, il n'y a pas que des minorités. Il faut aller voir sur les plages de Tel Aviv aussi. C'est pas aussi, c'est plus facile de stigmatiser parce qu'ils sont peut-être plus visibles certaines minorités, que ce soit dites ultra-orthodoxes ou. J'ai dit aussi les manifestants à Balfour. Voilà. Mais la police, vous avez quelques dizaines de milliers de policiers à travers le pays. Vous avez 9 millions d'habitants. C'est compliqué de mettre un policier derrière chaque habitant. Normalement, le problème, c'est que c'est vrai que Israël est numéro 1 au monde dans la vaccination. C'est absolument colossal, 2 200 000, près de 200 000. Mais c'est pas fini. Le virus n'est pas encore fini. Et donc, je crois qu'il y a une responsabilité. Le virus n'est pas fini, mais on voit un décalage immense aujourd'hui. Israël est le pays de la grande contradiction. Vaccination record dans le monde entier aujourd'hui, on souligne les qualités israéliennes. Mais Pierre Besnéno, on voit que pour ce qui est du confinement, il y a une partie du pays qui ne le respecte pas. Les choses doivent être très claires. Quand on parle de désobéissance, il faut essayer d'abord d'analyser pourquoi est-ce que les gens désobéissent. Parce qu'il faut reconnaître qu'on est face à un échec flagrant de la gestion de la maladie. On parlera de la gestion de la vaccination qui n'a rien à voir. C'est un autre dossier. Qui est un autre dossier, je vous dirai quelques mots sur ce sujet. Mais sur la gestion,
contrairement à la manière dont ça s'était passé sur la première vague, où on avait des scores relativement performants. Le gouvernement, c'est plus compliqué, c'est vrai. Alors, on peut dire que c'est la faute de Gantz. Je suis d'accord. Dites, mais en tout cas, ça se passait très bien. C'est la faute de Gantz si les gens vont à la plage le sabbat. Ils ne restent pas confinés. Il est passé 34 mandats à 4 mandats. Non, mais c'est pas la faute de Gantz. Si les gens vont à la plage pendant le sabbat alors que c'est interdit, c'est pas la faute de Gantz. C'est pas un problème israélien, mais un problème international qui est le même dans beaucoup de pays dans la France. Attendez, laissez-moi juste finir. Là où nous sommes tout à fait d'accord. Les gens, il y a des rêves partout en France. Pierre Besténou. Nous sommes tout à fait d'accord, déjà sur un premier point, ce qui est assez rare, mais comme vous posez clairement le débat, il y a un échec. Vous le reconnaissez, la faute à Gantz, la faute à qui vous voulez, mais c'est un échec. Et je suis content que vous le reconnaissiez. C'est un échec mondial. Je parle d'Israël. Je suis israélien, je suis sur ce plateau en tant que citoyen israélien, je vis ici depuis 10 ans, je dis simplement, je constate que malheureusement, la gestion est un échec. Après, c'est la meilleure gestion du monde, mais après on peut dire que c'est un échec. Du monde. Non mais je rêve. Du monde. La gestion est un échec en Israël. La gestion logistique est la meilleure du monde. La gestion logistique est la meilleure du monde. Moi, je fais pas de politique. Le taux de mortalité en Israël est combien? On est à 4000 morts en France, on est à 70 000 morts, sans compter les démieux. On est à 3 fois moins. Pardonnez-moi, mais Rabib, il faut reconnaître qu'il y a un décalage énorme entre les records de vaccination et les records également de contamination. C'est une réalité. Non mais Benjamin Petrovert, le virus ne connaît pas la différence entre un religieux, un musulman, un juif, un chrétien, une femme, un homme. Il frappe de partout. Et c'est trop facile. Et aujourd'hui, à travers le monde, la seule chose aujourd'hui, c'est le virus, et en particulier les nouvelles souches du virus, c'est encore plus contagieux, c'est dramatique et c'est terrible. Aujourd'hui, Pierre Besténou, et après on donne la parole à Paris. Ou bien non. Mais on est d'accord, c'est un échec. Sur les chiffres, 440 morts pour 100 000 habitants. Bon. D'accord, il y a des chiffres, je veux bien. 440 morts pour 100 000 habitants. En France, plus de 1000 morts pour 100 000 habitants. Mais la Corée, 25 morts pour 100 000 habitants. Le Japon, 36 morts, c'est-à-dire 10 fois... Laissez terminer. 10 fois moins de morts au Japon, en Corée, en Finlande, en Norvège, 2 fois moins de morts au Danemark. Je peux continuer la liste, puisque quand on regarde le classement nombre de morts par habitant, Israël est classé 60e sur 190 pays. Donc, échec. Donc cette méthode du confinement, elle pose problème. Je vous redonne la parole. Je vais entendre Paris. Échec donne désobéissance. Quand on ne croit plus en l'autorité, on désobéit. Donc vous comprenez cette désobéissance. À Paris, Laetitia Kroupa, parce qu'il y a une problématique similaire. On va rappeler que vous avez un couvre-feu à 18h, mais avec aussi une rumeur qui fait son chemin, peut-être aussi un confinement pour février en France. Chez vous aussi, il y a de la désobéissance. On parle même de fêtes clandestines en France. Oui, alors ça, c'est quand même propre aux grandes agglomérations. Oui, il y a des fêtes clandestines. Après, on n'arrive pas du tout à en mesurer le nombre, à les quantifier. Il y a une vie clandestine qui s'est clairement installée, des fêtes, des restaurants, des salles de sport. Enfin, il y a certaines personnes qui vivent comme avant, parce que vous avez raison, il faut accepter les mesures sanitaires sur un temps long. Or, là, ça va faire bientôt 1 an. On a eu déjà 2 confinements. On nous projette cette menace du 3e confinement. C'est un peu la marotte, la dernière arme que va avoir le gouvernement français pour qu'on respecte définitivement les mesures sanitaires, mais il y a une lassitude de l'opinion publique. Donc c'est toujours cet équilibre qui est difficile à maintenir. Et je vous rappelle que la cote de confiance dans le gouvernement ne cesse de décroître. On est de toute façon à des taux les plus bas. On est dans les 35% de Français qui font confiance au gouvernement pour sortir de cette crise. Donc vous voyez bien, Benjamin, donc que quand c'est on dire fait confiance, mais qu'on se dit quand même qu'il y a un risque. Alors il faut respecter les mesures. Je ne sais pas ce qui va se passer au 3e confinement, s'il a lieu. Voilà, ça c'est une vraie question. Même question à votre voisin Amina Khatmi. Quand on sait que peut-être le gouvernement français dit aujourd'hui que le confinement sera forcément une étape inévitable. C'est une déclaration qui a moins de 24 heures. Vous pensez, Amine, que les Français seront prêts à suivre, ou alors est-ce qu'ils vont continuer à s'agglutiner dans le métro ou pour certains faire la fête?
Mais vous savez, Benjamin, ceux qui s'agglutinent dans le métro, d'abord, le font souvent parce qu'ils n'ont pas le choix, parce qu'ils doivent se rendre au travail, parce que lorsque vous êtes agent de caisse, lorsque vous êtes agent de sécurité, lorsque vous avez un travail manuel, vous ne pouvez pas faire de télétravail. Mais vous savez, moi, je me souviens de ce qu'on avait entendu avant le premier confinement. On allait voir ce qu'on allait voir. Les Français n'allaient rien respecter. Nous étions un peuple de réfractaires à l'autorité, aux règles. Eh bien, les Français, et je rappelle ce qui avait été dit sur les banlieues. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu sur nos banlieues où on disait, vous verrez, ils ne respecteront rien, les jeunes ne respecteront rien. Les Français ont respecté dans leur immense majorité le premier confinement, le couvre-feu, le deuxième confinement, à nouveau ce couvre-feu. Après, vous dire que j'ai envie de jeter l'opprobre sur quelques jeunes auxquels on est en train de voler des années de jeunesse, de liberté, de sociabilisation, qui ne vont plus en cours, qui n'ont pas eu de job d'été, qui n'ont plus de restaurant, plus de bar, plus de boîte de nuit, qui n'ont plus le droit de voir leurs proches âgés, qui n'ont pas pu fêter leurs anniversaires, leur reprocher de se retrouver une fois de temps en temps une pinte à la main sur un trottoir, ce n'est pas moi qui vais les accabler et ce n'est pas moi qui vais les dénoncer. Alors oui, il y a en marge, ici et là, quelques personnes qui ne respectent pas, mais on ne peut pas dire que les Français, dans leur immense majorité, n'aient pas respecté ces règles, ces privations de liberté. Si on nous avait dit il y a 1 an ou 1 an et demi qu'on devrait remplir des papiers pour sortir de chez nous, qu'on devrait déclarer le moindre de nos déplacements, qu'on ne pourrait plus voir Amine, on est d'accord là-dessus. On a accepté les unes derrière les autres. Amine El-Khatmi, on est tous d'accord là-dessus. On est d'accord là-dessus. Mais le problème, ce sont ces minorités dont on a montré tout à l'heure avec Noémie les images, qui pénalisent la majorité parce que ça réalimente à chaque fois les contaminations. Ce sont les minorités religieuses. Mais je ne suis pas d'accord sur le principe des minorités. Meyer Habib semble relativiser. Meyer Habib, pardon, juste en une phrase, je termine rapidement. Meyer Habib semble relativiser en disant, regardez, sur les plages de Tel Aviv. On ne peut pas balayer comme ça d'un revers de la main le fait qu'un certain nombre de minorités religieuses, un peu partout dans la planète d'ailleurs, il y en a eu aux États-Unis, il y en a eu dans les pays arabes, il y en a eu en Israël, nous expliquaient finalement que c'était le destin, que c'était une punition divine ou que c'était un complot et qu'il fallait continuer à vivre. Alors on a eu tout un tas de cérémonies, tout un tas de grands rassemblements qui ont contribué à propager le virus. Donc oui, il y a eu au sein d'un certain nombre de communautés religieuses des propos qui étaient irresponsables et on ne peut pas les nier comme ça d'un revers de la main. Benjamin, là je vais dans le sens de Meyer, je suis désolé. Stigmatiser les minorités religieuses n'a aucun sens. J'ai pas dit minorités religieuses. Non, mais on parle des orthodoxes. Non, mais on parle des orthodoxes. Quand vous avez une famille avec 14 enfants, oui, donc on parle d'orthodoxes en Israël. C'est compliqué. Donc moi je suis totalement contre stigmatiser. Mais vous savez, il y a une étude fascinante qui est sortie hier sur Waze. Vous savez quel est le pourcentage de trafic actuellement en période de plein confinement ? 70% du trafic maximum habituel. Ce que je veux dire par là, ce ne sont pas les minorités ou quelques minorités que ce soit qu'on est en train de stigmatiser aussi en Israël, la population ne respecte plus le confinement. Et donc, quand on dit minorité, c'est certains à Tel Aviv, certains à Bnei-Brak. Non mais 70% du trafic. Attendez. Mais juste pour dire un dernier mot. Il y a un fait, il n'y a pas d'autorité. Il n'y a plus d'autorité. Vous posiez la question en disant où est la police ? C'est un fait. Il n'y a plus d'autorité. C'est pas la question de l'autorité. Si, c'est la question. Attendez, j'ai sous les yeux une étude de la chaîne Cannes. Mais je vous donne la parole. Écoutez-moi bien. Il n'y a pas un Bnei-Brak, pardonnez-moi, Mirabi. À Bnei-Brak, la police israélienne n'a infligé que 2 amendes et demie pour 1000 habitants. En comparaison à Tel Aviv, 5 amendes pour 1000 habitants. Beersheva, plus de 5. Rishon LeZion, plus de 5. Herzliya, 3. Netanya, 3. Ça veut dire que, visiblement, et c'est les chiffres qui le prouvent, les autorités peut-être ont peur de se rendre dans certains quartiers pour faire respecter la loi. C'est pas le cas. Je crois que la chose la plus importante aujourd'hui. Non, mais certainement. On peut voir le verre on peut voir le verre à moitié vide et à moitié plein. Moi, ce que je veux voir aujourd'hui, c'est l'espoir. Ce que je veux voir aujourd'hui, c'est ce vaccin. Et mon inquiétude, elle est chez nous en France, quand on a 0,6% de la population. C'est pas le débat du soir, mais non, mais c'est important. Non, on va s'en sortir. Il y a encore un mois. Parce que est-ce qu'il va être respecté par la population ? Il doit être respecté. Et s'il n'est pas respecté, il faut des sanctions. Il n'y a pas de choix. Mais il faut qu'il y ait une loi. Mais le problème, c'est qu'on a 70 000 policiers, on a 9 millions de population. On ne peut pas mettre un policier derrière chaque personne. Laetitia Kroupa.
l'Ayalon est bouché tous les C'est pas soirs. le sujet de Les gens Benjamin, sortent. non, c'est pas du tout, Laetitia. c'est pas du tout le sujet. Non, c'est pas le sujet. Il faut que les Français, enfin en tout cas pour ce qui nous concerne ici, acceptent les mesures. Ce n'est pas en brandissant la matraque du gendarme que vous faites accepter des mesures qui encore sont là depuis près d'un an. Vous voyez, ça va crisper encore plus l'opinion publique. Mais C'est quand pour il y ça a un que confinement ici, en total France, et qu'on n'a pas le droit de on est sortir, plutôt, il faut c'est bien vrai, qu'il y ait plutôt léger. Attendez, sur Mais je suis pas d'accord, je Enfin, parle moi, je suis d'Israël. désolé, les gens, Sur les globalement... contrôles. je Juste respecte deux secondes, Israël, mais deux partout. secondes, deux Il y a un secondes. confinement et il n'est pas Si- respecté, il n'y a pas de police qui le fait Laetitia. respecter. On est en Non. confinement Mais total. parce que on ne présente pas le bon visage de cette crise sanitaire. Il s'agit quand même pour une minorité dans tous les pays, une majorité d'habitants de se confiner, donc d'accepter des mesures liberticides pour sauver une minorité vulnérable. Tant qu'on ne posera pas le débat en ces termes, on ne pourra pas affronter de face les problèmes. Enfin, On est une tous minorité d'accord, vulnérable, on il y a est deux, tous solidaires pour sauver il y a 5 femmes les aînés enceintes qui ont été et les atteintes comorbidités. entre la vie et la Non, mort. Il y a un les garçon de aînés 35 et ans les qui est mort aujourd'hui. comorbidités. C'est plus compliqué que ça. Et c'est Il n'y a pas que les évidemment, minorités mais vulnérables. ce sont à chaque fois des minorités. Non, c'est pas vrai. Regardez ceux qui sont dans les services de Il n'aurait réanimation. fallu laisser l'épidémie grossir et ne rien faire. Moi, je dis aujourd'hui, globalement, que ce soit en Europe, en Non, France, il en aurait Israël, peut-être fallu, les gens nous, en respectent France, globalement le confinement. Le problème, c'est le virus qui est là en permanence. Alors, c'est Fadilieri, il faut Yaka. Moi, ce que je vois que les Français, globalement, ont respecté. C'est vrai que le premier, c'était nouveau, les gens avaient plus peur. C'est peut-être que c'est un peu moins aujourd'hui. Donc il y a un relâchement, vous Il le y a un reconnaissez. relâchement parce qu'il est Amine El naturel. Khatmi veut réagir. Amine. Non, mais je suis d'accord avec ce que dit Laetitia. Et pardon, il ne s'agit pas de stigmatiser. Pardon, il s'agit pas de stigmatiser des minorités. Il s'agit de rappeler des faits Ah oui. qui sont On n'est pas là pour stigmatiser, pardonnez-moi, mais la question ce soir, c'est de dire est-ce que les autorités sont assez strictes. Je stigmatise pas. C'est- Quand on voit par exemple en France, Mais, en- qu'on en demande l'occurrence, simplement en aux personnes France, qui elles sont rentrent de assez voyage, strictes. eh bien, de faire une sorte de volontariat, un engagement à rester chez elles. Non mais encore une fois, On en rit parle quand on parle de d'Israël. Tel Aviv. Benjamin, je suis La question désolé. du contrôle- Attendez, Amine et ensuite je donne la parole. Non, mais on peut. On va pas mélanger les débats. La question du contrôle des frontières est effectivement un vrai sujet. Et les frontières françaises, aujourd'hui, ne sont pas suffisamment contrôlées. Lorsque vous rentrez de Londres, lorsque vous rentrez d'Italie, lorsque vous rentrez d'un certain nombre de pays, on compte sur votre bonne foi. Bon, il y a 95% des gens qui sont de bonne foi, et il suffit qu'il y en ait 5% qui n'aient pas fait attention et qui déclarent qu'ils sont négatifs et qu'ils ont fait un test, et les choses vont déraper. Mais on ne peut pas dire Non. que dans son ensemble, la population française s'est mal comportée, Non. n'a pas respecté Non. les règles. Non. Pierre Bessénou, je suis désolé. un mot et J'ai on va vu clore la ce vidéo. premier débat. Non mais je suis désolé. On va sortir des studios à 21h. Je peux vous assurer qu'il n'y aura pas grand monde dans les rues de Paris. Je suis Et- désolé. et même La dans semaine les rues dernière, des autres globalement, villes c'est du respecté. pays, Non, mais, ok. en dehors de la capitale. Pierre Bessénou. Je suis désolé, la semaine dernière, il y a 10 jours, j'ai pris l'avion, je suis arrivé de Paris, dans un Dreamliner, 380 passagers. Je suis désolé, quand j'ai demandé si je devais présenter mon certificat de test négatif, les gens d'Al Al m'ont dit non, c'est pas nécessaire. Mais comment est-il pensable aujourd'hui encore qu'il ne soit pas nécessaire de présenter un test négatif? On m'a expliqué que Mais nous le sommes gouvernement d'accord, israélien... Ils n'ont pas autre chose. Le Moi, ça ne gouvernement- m'est pas arrivé, le- monsieur, mais on ne va pas Comment à chaque fois avoir des petites Prendre des cas expériences personnels. personnelles. Bah oui. Les non, cas ce que- personnels, mais non, ce quand que- c'est Non, mais ce sont les mesures aux frontières. On sait que ce sont, on sait que c'est l'étranger qui fait les contaminations. Non mais laissez-moi vous expliquer. Vous savez bien, Bessénou, que ce soir, le gouvernement israélien a décidé justement fait. d'imposer pour les futurs C'est ce entrants que ce je- test. C'est exactement Non, ce mais- que je veux dire, c'est que ça fait des mois que lorsque l'on vient en Israël, on ne nous demande pas de test négatif, qu'on fait un test à l'aéroport et que ça n'a strictement aucun sens et qu'il aura fallu encore des centaines de morts et une véritable révolte de la part des citoyens qui sentent qu'il n'y a pas un vrai contrôle pour enfin instaurer un test avant de décoller et non pas un test à l'arrivée. Eh C'est bien la raison voilà, pour laquelle Benjamin je dis... Netanyahu vous a écouté, puisque dès cet après-midi... Non, mais dès cet Non, après-midi, la en tout cas, la vaccination, mesure entre la vaccination, officiels. non, Bien. la Bien. vaccination, Si vous voulez bien. non mais Benjamin, je veux pas qu'il y ait de malentendu, la vaccination est un super succès, Ah bon, d'accord. c'est une merveille, mais je voudrais, excuse-moi Meyer, juste rappeler que la vaccination en Israël, ce sont les Coupat Cholim,
que ce sont des organisations privées et que le gouvernement n'intervient pas dans le C'est semi-privé, c'est plus compliqué, on en a parlé la semaine dernière. On va passer, pardon Pierre Besnénou, il faut qu'on avance. Seul sur l'achat, on va passer le au deuxième gouvernement, sujet. je tire mon chapeau à Bibi Netanyahou sur l'achat des vaccins, mais ne donnons pas le crédit au gouvernement sur l'exécution. Ce sont les coûts patrolines et la digitalisation des caisses depuis une d'assurance quinzaine maladie. d'années. Très bien. Passons maintenant à notre deuxième sujet du soir. Un sujet lui aussi hautement sensible, le projet de loi confortant le respect des principes de la République. C'est le titre pompeux que porte désormais ce projet de loi. Depuis hier, il est examiné en commission à l'Assemblée nationale française et l'ambition est de taille puisqu'il s'agit de traiter de la laïcité, l'instruction à domicile, la polygamie, la fiscalité des associations ou encore la haine en ligne. Laetitia Croppa, je vais commencer avec vous en tant que spécialiste de la communication politique. On a affaire là à peut-être la loi la plus sensible du quinquennat Macron qui est posée sur la table. En tout cas, c'est le dernier grand texte du quinquennat. Vous avez bien vu que la réforme des retraites, c'est impossible de la remettre sur la table à cause de cette crise sanitaire. Donc oui, c'est le dernier grand texte. Et oui, c'est certainement le plus important parce qu'il va marquer le tournant régalien du quinquennat Macron. On ne cesse de dire que c'est son talon d'Achille. Et depuis 2018, si vraiment on est attentif à la politique du chef de l'État, il tente d'apporter ce débat, mais avec plusieurs maladresses. C'est-à-dire qu'on a attendu longtemps un discours sur la laïcité. Il ne savait pas trop comment aborder le problème. Il voulait un corpus législatif solide, cohérent pour que ça puisse passer et que ça fédère aussi de l'adhésion auprès de l'opinion publique. Et là, on l'a vu en 2020 commencer avec le discours de Mulhouse, ensuite le discours des Mureaux. Je vous rappelle, Benjamin, qu'il y avait eu cette interview qui était quand même capitale dans Valeurs Actuelles. Première fois qu'un président de la République donnait une interview à Valeurs Actuelles. Et là, il y avait un mot qui était apparu dans la bouche du président. Il disait faire sécession. C'est devenu ensuite séparatisme. Il me semble que l'idée la plus claire émise par Emmanuel Macron, c'est dans l'interview donnée aux médias en ligne Brut, où il a dit tout simplement: il faut lutter contre tous ceux qui, au nom d'une idéologie, veulent sortir de la République. Voilà l'objectif de ce texte. Et Jean Castex a dit hier, il était interviewé sur France 5, il a dit que c'était un texte contre l'islam politique, l'islamisme radical qui commet des attentats meurtriers dans notre pays. Et ça, c'est important parce qu'il a précisé l'objectif de ce texte. C'est une transition parfaite. Je vais vous donner la parole, Merabi, dans un instant. Mais j'aimerais entendre d'abord David Guiraud, qui nous rejoint dans ce débat, porte-parole jeunesse de la France Insoumise. Bonsoir, David Guiraud. Bonsoir à vous. Vous venez d'entendre, j'imagine, cette présentation de Laetitia Croppa. Votre chef à vous, Jean-Luc Mélenchon, accuse le gouvernement, je cite, de vouloir stigmatiser les musulmans. Pour quelle raison ? Écoutez, moi je pense que, comme souvent quand le pays va mal, on fait des textes de diversion. C'est pas la première fois dans l'histoire du pays qu'on montre des gens en particulier pour détourner des problèmes du pays. Je pense qu'il faut rappeler une chose. Par exemple, face au terrorisme, nous sommes tous unis. Face au sectarisme, face à l'extrémisme, qu'il soit religieux ou pas religieux, parce que je vous rappelle qu'aujourd'hui, il y a en France, vous savez, en pleine période du Covid, il y a en France aussi des groupes extrémistes, par exemple, qui refusent les soins, qui refusent les médicaments, qui refusent la science. Ces groupes-là font parfois des morts. Il y a des enfants qui meurent du fait d'interdiction de traitement. Et donc, ce texte-là, pour moi, il apparaît dangereux. Pourquoi ? Parce que je vois ce que fait Emmanuel Macron. Et je mets en garde tout le monde. Quand vous commencez par stigmatiser une religion, ça finit forcément sur les autres. Je vous dis ça parce que quand Emmanuel Macron fait des interviews, il réhabilite des personnalités comme Pétain, comme Maurras. Vous connaissez Maurras. Attendez, la comparaison va loin, c'est pas du tout dans le texte que vous êtes en train de dire là. Mais oui, mais ce que je vous dis, c'est qu'une fois que vous commencez à vous en prendre à quelqu'un et que vous acceptez les inégalités, ça se ressort sur d'autres. Et regardez bien comment ça se passe à l'Assemblée en ce moment. On a parlé pendant 3 jours de l'amendement de Madame Berger. C'est-à-dire qu'il y a une surenchère. Vous voyez, on a créé un effet de surenchère. Résultat de quoi ? Madame Berger, je ne sais même pas si elle s'en rendait compte, a fait un amendement qui proposait, sous couvert de s'en prendre
à des fillettes qui seraient voilées. Moi, j'en ai jamais vu de ma vie, mais bon, peut-être que ça existe. Moi, j'en ai vu. Sous couvert de sang Nathan, faisait un amendement, écoutez bien, qui interdisait le port de la kippa pour les enfants mineurs. Non, mais attendez, écoutez cet argument. Et en fait, j'essaye de vous démontrer. Bien. À chaque fois qu'on s'en prend à des gens, David Guiraud, je vous donne la parole dans un instant et surtout je veux faire entendre Meir Habib, Laetitia Croupa et les autres qui veulent réagir. Toute petite pub et dans un instant, vos réactions aux uns et aux autres à ce texte qui est à l'étude en ce moment même à l'Assemblée nationale. À tout de suite. IT Center est une société de logiciels et de conseils qui développe des solutions de communication et de sécurité pour l'industrie des prestations de services. Voices, notre portfolio de services, offre un éventail complet de produits à l'architecture hybride, innovante, permettant une flexibilité et un contrôle virtuel illimité. De la maintenance classique au conseil stratégique, nos offres peuvent être adaptées pour convenir à toutes les entreprises. En travaillant avec nous, vous apporterez de l'efficacité à vos communications. Tous les jours, partout, tout est connecté. Revient pour une nouvelle saison cette semaine. Notre invitée est l'actrice israélienne Yael Abekassis, de Kadosh à Raymond, le formidable documentaire sur sa mère, chanteuse orientale. Yael Abekassis en direct de Jaffa revient sur sa vie, ses choix, ses films, ses engagements. Et puis une rencontre exceptionnelle avec l'un des tout derniers survivants de la Shoah, le sculpteur Shlomo Selinger. Retrouvez-moi dans Culture aujourd'hui sur i24 News. Comprendre l'histoire et avoir un nouveau décryptage de la société contemporaine, c'est le programme que je vous propose, Histoire et Découverte. Chaque semaine, ensemble, nous allons revivre la grande histoire du monde. Un voyage extraordinaire au fil des siècles. De l'Antiquité à nos jours, nous allons suivre l'évolution des grandes civilisations et découvrir des destins d'hommes et de femmes exceptionnels. Interviews, reportages, documentaires, retrouvez Valérie Pérez tous les dimanches. Sur i24 News. Retrouvez votre nouveau magazine Afrique chaque dimanche sur i24 News pour comprendre, découvrir ce qui relie cet immense continent à Israël. Coopération, diplomatie, commerce, musique, sport, religion, Israël et l'Afrique se rapprochent et c'est dans Afrique sur i24 News. Les grandes gueules Moyen-Orient, seconde partie. Merci d'être avec nous. Toujours à mes côtés, Noémie Aliwa, Meir Habib, Pierre Besnénou, également à Paris ce soir, Laetitia Croupa, Amin El Khatmi et notre invité qui nous a rejoint en cours d'émission, David Guiraud, porte-parole jeunesse de la France Insoumise. Si vous n'étiez pas avec nous juste avant la pause, nous parlions de cette loi sur le séparatisme qui aujourd'hui a changé de nom, mais tout de même c'est le fond. Et David Guiraud, juste avant la pause, nous disait qu'au fond, le langage nous rappelait un petit peu celui de Pétain pour résumer et dénonce, comme Jean-Luc Mélenchon, un texte anti-musulman entre guillemets. Non, mais là, ça va dans tous les sens. D'abord, quel texte anti-musulman? Benjamin Pétrovert, on a eu 270 victimes mortes du terrorisme en France, 100% à cause du terrorisme islamiste. L'islam politique est un cancer qui tue, qui massacre, et on me dit aujourd'hui qu'on stigmatise. C'est faux. Il est évidemment que l'écrasante majorité des musulmans n'est évidemment pas islamiste, mais tous les islamistes, hélas, aujourd'hui, sont musulmans. C'est la stricte réalité.
on a changé. Le président de la République a changé l'intitulé de la loi, justement pour pas stigmatiser. Pour moi, il fallait être clair. Le problème, c'est l'islam politique qu'il faut combattre. Et on ne le fait pas assez, on va pas au bout des choses. Et l'amendement d'Aurore Berger est un bon amendement. Est-ce qu'il est normal de voir des gamines de 3 ans masquées avec un foulard voilé aller à l'école? Non, on est déjà masqué en plus avec un masque, avec un voile. Ce n'est pas normal. David Guiraud, qu'est-ce que vous répondez? Oui, Monsieur Habib, vous dites que l'amendement d'Aurore Berger est un bon amendement. Je vais vous relire cet amendement pour que vous compreniez de quoi vous parlez. Il s'agit d'interdire le port, je vous cite l'amendement, d'interdire le port de tout signe religieux ostensible par des mineurs dans l'espace public. Cela veut dire que demain, si cet amendement passe notamment, les enfants, par exemple, juifs qui portent une... Il a été déclaré irrecevable, donc il n'a pas passé pour l'instant. Il a été déclaré, enfin, il a été noyé. Parce que justement, fait un pas en avant, 2 pas en arrière. Si je peux me permettre de m'exprimer. Je vous en prie, Monsieur Guiraud. Voilà. Je vous dis juste que la conséquence concrète de cet amendement, c'est aussi celle-là. Et c'est pour ça que je vous dis que à chaque fois qu'on fait des textes qui ont une visée stigmatisante, parce que moi je veux bien lutter contre l'intégralisme, il n'y a aucun problème. Regardez par exemple, il y a quelque chose, d'ailleurs c'est un homme de droite qui le disait, c'était Monsieur Fenech, qui était président de la Mivilude. Vous la connaissez, vous, à LR, la Mivilude. Un des vôtres en était président. Il y a qu'une dizaine d'agents. Mais c'est pas grave. Oui, bon, c'est vrai. Il n'y a qu'une dizaine d'agents dans ce pays qui sont mobilisés pour lutter contre les intégrismes et contre les dérives sectaires. Pourtant, il y a des centaines de milliers de Français qui sont pris dans des emprises sectaires. Ce sont ces emprises sectaires-là qui font que, par exemple, Guiraud, j'aimerais entendre Paris. J'aimerais faire réagir les autres. À Paris, Amine El Khatmi. Amine El Khatmi, vous, par exemple, vous avez grandi dans un environnement, entre guillemets, musulman. Est-ce que pour vous, on a affaire aujourd'hui à un texte qui fait l'acharnement contre les musulmans? Lorsqu'on a un texte qui parle de l'inscription au fichier d'auteurs d'infractions terroristes, lorsqu'on a un texte qui parle de la discrimination entre héritiers à raison du sexe, lorsqu'on a un texte qui lutte contre les certificats attestant de la virginité d'une personne, lorsqu'on a un texte qui évoque la scolarisation obligatoire d'enfants de 3 à 16 ans, parce que nous avons des gamins de 3, 4, 5, 6 ans qui sont enfermés dans des caves sans fenêtre et qui sont laissés entre les mains d'imams radicaux. Je ne comprends pas comment M. Guiraud peut nous expliquer qu'un texte qui s'en prend à des dérives islamistes est un texte qui fait la stigmatisation des musulmans. Pas plus que je ne comprends que M. Guiraud... service à tous les musulmans. Est-ce que je peux juste terminer... Allez-y, Amine, je vous en prie. Est-ce que je peux juste terminer un propos? Pas plus que je ne comprends que M. Guiraud ose nous parler de diversion pour un texte qui lutte contre l'islamisme, quelques semaines après l'assassinat de Samuel Paty, quelques semaines après l'attentat de la rue Nicolas Appert des anciens locaux de Charlie Hebdo, et quelques semaines après l'attentat de Nice, oser nous parler de diversion. Mais je vais en finir, pardon, je comprends que M. Guiraud ne fasse plus la différence entre les musulmans et les islamistes, puisqu'il a manifesté dans les rues du pays avec des islamistes au prétexte de la défense des musulmans. Il a défilé avec des imams qui justifient les viols conjugaux. Il a défilé avec des imams salafistes et des fichiers S. Il a défilé avec M. El Jai qui explique aux enfants que la musique transforme en singe. Il a défilé avec des enfants qui portaient l'étoile jaune parce que leurs parents ont cru utile et intelligent de faire un parallèle entre la Shoah et le sort des musulmans aujourd'hui. Il a défilé dans une manifestation où on a crié Allahu Akbar à quelques dizaines de mètres. Beaucoup de choses sont dites, j'aimerais que David Guiraud réagisse. Je comprends que M. Guiraud ne fasse plus la différence entre des musulmans et des islamistes, puisqu'il mélange les deux et qu'il défile avec les uns et avec les autres. Évidemment, et on va apprendre dans quelques secondes que je pose des bombes également et que je tue des gens. Monsieur El Khatmi, vous êtes le plus gros des hypocrites de ce pays. Je vous rappelle que non, vous mais aussi, c'est vrai ça. Attendez, non, mais il y a quelques temps, d'accord? Que vous aussi vous parlez, vous disiez dans vos tweets il y a quelques années que la norme c'est le mâle blanc de 50 ans. Vous aussi, vous avez manifesté avec des islamistes. Avec des femmes non, je n'ai jamais manifesté avec des islamistes. Et avec des enfants qui portent l'étoile jaune comme si nous étions sous la Shoah. Moi, je suis cohérent. Je suis cohérent, d'accord? Vous n'êtes pas cohérent. Vous avez changé du tout au tout dans toutes vos expressions publiques en quelques années. Je trouve ça un peu louche. Vous êtes cohérent quand votre gourou Jean-Luc Mélenchon accuse le grand rabbin de Grande-Bretagne avec des propos antisémites. Islamistes. Vous étiez Charlie, monsieur Giraud. Vous étiez bien Charlie en 2015. Attendez, tout le monde parle en même temps. David Guiraud. Mélenchon dit que Charlie Hebdo, c'est valeurs actuelles. J'ai moins changé que vous, monsieur. D'accord. Monsieur El Khatmi. Vous êtes sûrement, mais vous savez, je pense que
j'ai une vraie horreur pour les gens qui prétendent parler à la place des morts. Vous savez, Jean-Luc Mélenchon a perdu des amis dans Charlie Hebdo. Vous, je ne sais pas où vous étiez à ce moment-là. Je ne sais pas qui vous étiez du haut de votre petite importance. Mais moi, ce que j'essaye de vous dire, c'est que j'assume mes positions. Je les assume. Et j'assume de dire ce texte, j'ai un désaccord fondamental. Pourquoi ? Vous dites que ce n'est pas un texte contre les musulmans. Mais comment vous pouvez dire cela après que tous les membres du gouvernement, un à un, dans tous les médias pendant des mois, ont présenté ce texte comme un texte sur les musulmans. Après, ils ont changé. Toutes les victimes du terrorisme en France qui sont mortes sont dues à Laetitia Croupa. C'est vrai qu'on entend Laetitia Croupa, qu'on n'a pas entendu. Laetitia. Pas du tout, pas du tout. Et ça fait, alors écoutez, moi je regarde, j'écoute tous les discours du gouvernement, de l'exécutif sur le sujet. Il a toujours été question depuis à peu près 2018, quand j'ai parlé de sécession, de séparatisme, d'islam politique, avec toujours le souci de ne jamais stigmatiser les musulmans, parce que ce n'est pas la question. La question n'est pas du tout les musulmans en France. La question est comment lutter contre l'islam politique, l'islamisme radical qui commet sur notre territoire des attentats mortels. La question est celle-là, c'est Jean Castex qui l'a rappelé hier. Donc c'est dans sa bouche, la bouche du Premier ministre. Pas qu'en France, il y en a aussi en Israël. C'est absolument jamais condamné. Que proposez-vous ? Que proposez-vous, David Guiraud? C'est une bonne question, Laetitia Croupa. Que proposez-vous pour lutter contre l'islam radical? Puisque... Vous pouvez pas me demander ce que je propose de pas me laisser. Le drame, c'est que les insoumis, c'est une récupération électorale. David Guiraud, répondez. C'est une bonne question. Qu'est-ce que vous proposez? Vous êtes en train de surfer pour récupérer au niveau électoral l'électorat musulman. Et ça, c'est... Est-ce que je peux parler ou... Je vous en prie, allez-y. Vous nous demandez qu'est-ce qu'on propose. Depuis le départ, quand il s'agit de lutter contre le terrorisme, déjà, on pose une question. Il y a des dizaines et des dizaines de lois antiterroristes qui ont été adoptées dans ce pays en plusieurs années. Est-ce qu'elles ont été efficaces? Qui a fait le bilan, juste le bilan de ces lois antiterroristes? Quelqu'un sait? Non, on ne sait pas. On n'a pas de retour critique sur les lois. On sait qu'elles nous ont privés d'une partie de nos libertés, mais on ne sait pas si elles ont été efficaces. Donc nous disons, on devrait faire un bilan de ces lois. Sur Samuel Paty, je vous rappelle que ce monsieur, ce professeur, avait reçu des menaces qui ont été continuent à être commis sur le territoire à des services de police ou dans lesquels les services de police qui gèrent la haine en ligne, ils sont à peine, mais madame, laissez-moi parler, vous allez voir, ça va bien se passer. Ils sont à peine quelques-uns. Nous avons proposé de renforcer concrètement les moyens alloués, par exemple, aux policiers qui reçoivent les plaintes et les menaces de mort en ligne. Ça, c'est une manière de lutter contre le terrorisme utile. Mais David Guiraud, pardonnez-moi, David Guiraud, je vais vous prendre un exemple. L'article 1er, il étend la neutralité des fonctionnaires aux salariés d'entreprises privées délégataires d'une mission de service public. Ça veut dire, par exemple, que le chauffeur d'une société de car qui fait du ramassage scolaire sera tenu de ne pas porter de signes religieux. Vous êtes contre ça, vous? Je vous dis une chose, est-ce que déjà... Non, je vous pose la question. Cet article, vous êtes pour ou contre? Attendez, je vais répondre à votre question, mais avant de ça, je vais vous demander quand même si c'est la priorité du pays en pleine épidémie de mobiliser les députés sur cette question. Non, mais si vous dénoncez un texte, c'est que vous êtes contre, pardonnez-moi. Est-ce que vous êtes pour ou est-ce que vous êtes contre? Je vous dis une chose, lorsque l'on est fonctionnaire et qu'on est tenu à la neutralité, demandez-vous pourquoi est-ce que les gens respectent ça? Parce que être fonctionnaire, c'est un engagement tout au long de la vie. Quand vous posez votre badge de policier, vous avez encore des obligations. Donc en fait, votre neutralité, elle est aussi liée au fait que vous avez un statut qui vous protège. Aujourd'hui, dans l'État, on a détruit tous les statuts qui protègent les gens. On a tout privatisé. Ne vous étonnez pas que derrière, il y ait des gens qui, effectivement, libéralisent ce système. Mais ça, moi, je... Non, mais d'accord, mais vous ne répondez pas à ma question. Est-ce que cet article-là du texte de loi, vous êtes pour ou contre? Est-ce que vous le dénoncez ou est-ce que vous le suivez? Vous êtes vraiment fantastique. Oui, c'est parce qu'on délègue des services publics en permanence. Bon, vous ne répondez pas à ma question. Vous ne répondez pas, pardonnez-moi, vous ne répondez pas à ma question. Excusez-moi. Vous êtes à côté. Non mais excusez-moi, moi je suis aussi vraiment, on devrait enseigner ça dans les écoles. Pierre Besnénou, on avance dans le débat. Je suis entièrement d'accord avec vous, Laetitia, je suis d'accord avec tout le monde, sauf vous, excusez-moi, David Guiraud, mais fondamentalement, il y a un problème d'islam politique, il y a un problème d'islam radical, et il y a un problème d'organisation de l'islam de France. Nous, en tant que juif français, lorsque j'étais en France, nous avions une organisation qui était avec le Fonds social, le consistoire, le CRIF évidemment, et il y avait donc des règles auxquelles nous nous étions soumises, créées par nous-mêmes,
un respect de la société et au niveau de l'éducation, avec tout un ensemble de règles. Qu'aujourd'hui, cette loi essaye de mieux définir. Demander que les virements de plus de 10 000 € à une association soient soumis à un contrôle. De demander à ce que les enfants soient scolarisés entre 3 et 6 ans, et s'ils ne le sont pas, avoir des justificatifs légitimes. De demander tout un ensemble de choses pour aider l'organisation de l'islam en France, afin d'éviter que l'islam radical et l'islam politique finissent par amener une réaction contre tous les musulmans de France, devrait être l'unanimité. Je voudrais dire un mot. Vous dites que vous savez le drame, Benjamin Pedrover aujourd'hui, c'est que 57% des jeunes musulmans en France mettre les lois de la charia au-delà des lois de la République. Pourquoi il n'y a jamais eu aucun problème avec la communauté juive depuis 2000 ans ou 1200 ans? Vous dites, et alors il y a une loi. Les lois de la République sont les lois de ton pays, sont tes lois, et ça passe avant la Bible. Le Talmud passe après les lois de la République. Pourquoi vous dites c'est ça la base de tout. Est-ce que je peux vous répondre? Il y a plusieurs sujets, donc je vais vous répondre. Vous savez ce que c'est la charia, monsieur? D'abord, sur le sondage en question, pardonnez-moi, le sondage ne demande pas si les jeunes appliquent les lois de la République plutôt que celles de leur religion. Ils souhaitent appliquer la charia. Attendez, tout juif, tout catholique ou tout croyant en général va dans son fort intérieur préférer les lois de sa religion, en tout cas les prescriptions de sa religion. Pas du tout. Religion, non. Pas du tout. Les lois de la République sont supérieures aux lois de la religion. On ne peut pas laisser dire ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Vous savez, ce que j'aurais aimé, c'est que dans toutes les mosquées de France, il y a aujourd'hui dans tous les Shabbats, tous les samedis, dans toutes les synagogues de France, il y a la prière de la République. Et j'aurais tellement aimé que dans toutes les mosquées de France, il y ait aussi la prière de la République. Au nom de la charia, on a tué des journalistes, monsieur Guiraud. Au nom de la charia et du refus de la liberté d'expression et de la représentation du prophète, on a tué des journalistes. Au nom de la charia, on a tué des enfants juifs dans une école à Toulouse et on en a tué d'autres à l'hypercachère de la porte de Vincennes. Au nom de la charia, on a tué des gens qui étaient sur des terrasses dans une salle de spectacle sur la promenade des Anglais à Nice. David Guiraud, un mot et on va devoir clore ce débat. Alors que ce n'est pas si grave si des gens préfèrent les lois de la charia aux lois de la République. C'est honteux. Finalement l'ensemble de votre œuvre en quelques mots. Attendez. David Guiraud, je vous laisse le mot de la fin parce que vous avez quand même accepté d'intervenir dans ce débat. Je vous laisse le mot de la fin, David Guiraud. Ce qu'on propose, c'est de comparer les jeunes qui auraient pu faire sondage à des terroristes. Mais bon, monsieur Al-Khatmi, c'est ce que j'appelle une trompette, c'est-à-dire qu'il peut vous dire une chose il y a 2 ans, le contraire dans 2 ans. Peut-être que dans 3 ans, il aura autant changé. Non, mais on vous fait intervenir aujourd'hui pour avoir votre position à vous. La France insoumise, pas celle d'Amin Al-Khatmi. Il y a un débat intéressant. Parce que certains, c'est que les insoumis, ils ne changent pas. Ils racolent les islamistes en permanence. C'est ça la triste réalité. Avant que M. Habib ce qu'il pense de vous aujourd'hui dans sa propagande normale, il y a une question intéressante qui a été soulevée par la personne qui parlait avant M. Habib. Désolé, j'ai pas la vidéo, je ne vous vois pas. Cette personne-là disait que nous les Juifs, on s'est dotés, etc. Effectivement, le problème de ce projet de loi, c'est que je pense, en tant que militant républicain, laïque, qu'on ne peut pas ordonner en tant qu'État à une religion de s'organiser. Le concordat n'a jamais marché. Dans notre pays, à chaque fois que la République... À chaque fois, moi je veux bien qu'on voit dans le détail, par exemple sur les virements, effectivement il y a des choses à faire. Si la communauté n'a pas été capable de s'organiser, c'est le rôle de l'État de mettre des règles qui puissent être respectées. Si la communauté juive de France a mis en place ces règles dans le respect des lois de la République, si la communauté musulmane laisse l'islam radical, l'islam politique, qui a eu les conséquences que nous connaissons en France et dans bien d'autres pays, ne pas s'organiser, malheureusement c'est à l'autorité d'organiser. Merci David Guiraud. On l'a compris, je vais juste finir là-dessus. À chaque fois que l'État français a essayé d'organiser une religion, ça a fini très souvent en guerre civile. Méfions-nous des permanences de l'histoire. Merci David Guiraud. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Porte-parole jeunesse de la France insoumise. Je vous signale qu'on vous a posé à vous, téléspectateurs, la question sur la page Twitter et Instagram d'i24 News. Est-ce que ce texte de loi aujourd'hui, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est une stigmatisation ou non des musulmans, cette loi contre le séparatisme? Eh bien, à une majorité, 73%, très large majorité, vous nous répondez non, ce n'est pas une stigmatisation. Et à 27%, vous dites oui, c'est une stigmatisation. On va avancer dans le débat. Je remercie Laetitia Croupa qui doit également nous quitter. Je vous retrouve très vite, ma chère Laetitia, à très bientôt. On va parler maintenant d'un pays qui fait les yeux doux à la fois à la France, à l'Europe, mais aussi à certains pays du Golfe. Et ce pays, c'est la
Turquie, côté Occident, Erdogan souhaite remettre sur les rails, ce sont ses termes, ses relations avec l'Europe. Côté Orient, Ankara adoucit le ton à l'égard de Riyad et d'Abu Dhabi. Mais ces intentions sont-elles nobles? Nous allons en parler dans un instant avec notre invité du Grand Oral, Jean-François Colosimo. Mais d'abord, Noémie Aliwa, peut-être on va rappeler que ce changement de ton a de quoi surprendre, car l'année qui s'est écoulée a été plutôt marquée par des relations tendues avec la Turquie. Exactement, Benjamin. Ankara s'est fait remarquer à bien des égards sur la scène diplomatique internationale, notamment parmi les grands dossiers, on peut citer son soutien militaire à l'Azerbaïdjan, notamment contre l'Arménie dans le Haut-Karabakh, également la confrontation avec la Grèce en Méditerranée orientale sur fond d'exploration gazière. Rappelons également... Vous dites Ankara, c'est surtout Erdogan. Ankara, Erdogan qui parce qu'en dirige réalité, Ankara. La Turquie est un immense pays avec une immense histoire. Laissez-nous terminer, je vous donne la parole après. Pour l'instant, c'est Erdogan qui est à la tête de ce pays, mais sans doute ça changera, on verra bien un jour. Alors, donc, parmi ces grands dossiers... Ne vous inquiétez pas. Voilà. Alors, parmi ces grands dossiers, en tout cas, de ce pays qui est donc dirigé pour l'instant par Erdogan, on a cité son soutien militaire à l'Azerbaïdjan, la confrontation avec la Grèce, également avec Macron. D'ailleurs, il a été jusqu'à... je cite, dire à Macron d'examiner sa santé mentale pour son projet de loi sur le séparatisme islamiste, qui a conduit d'ailleurs la France à rappeler son ambassadeur temporairement et au boycott d'ailleurs des produits français. Dans le monde musulman d'ailleurs, eh bien, on assiste à un rapprochement de la Turquie avec des pays du Golfe. Rappelons qu'Ankara était parmi les premiers pays à applaudir la réconciliation des pays du Golfe, à féliciter la réouverture des frontières entre les Émirats arabes unis et le Qatar qui est l'un des rares alliés d'Ankara. Alors, on va donner la parole à Jean-François Colosimo, théologien, historien, éditeur, documentariste et essayiste. Bonsoir Jean-François Colosimo, merci de nous rejoindre dans les Grandes Gueules Moyen-Orient. Bonsoir. Le sabre et le turban, jusqu'où ira la Turquie? C'est le titre de votre dernier ouvrage paru aux éditions du Cerf. Alors, Noémie vient de l'expliquer, la Turquie est au cœur d'un jeu diplomatique, OTAN, présence en Libye, présence en Syrie, influence grandissante également en Irak, on peut dire aussi tête de la défense des Palestiniens. Elle maîtrise aussi les flux de migrants vers l'Europe. Est-ce que c'est pas finalement Erdogan le vrai patron du Moyen-Orient? Il aimerait, il ne l'est pas vraiment parce que sur l'héritage de l'Empire ottoman pèsent tout de même des animosités très très profondes. Par exemple, entre le monde arabe et le monde turc, vous voyez. Mais il aimerait, et pour cela, évidemment, il parie très gros. On a énuméré tous les fronts qu'il a ouverts à l'occasion du chaos de la communauté internationale qu'a causé la crise pandémique. Il est partout présent sur tous les fronts où il peut se développer. On le qualifie souvent de néo-ottoman. C'est assez faux parce qu'il peut être tout aussi bien pan-turc, comme il a montré dans le Caucase. Il peut être aussi pan-islamiste, voire être à la tête de l'internationale des frères musulmans, comme lors de la campagne de dénigrement de la France. En fait, Erdogan est véritablement l'héritier d'Atatürk. Je sais que cette thèse choque, mais il est véritablement l'héritier d'Atatürk dans le sens où il est l'héritier de ce pays qui est né au forceps d'un empire, de cette nation qui a été depuis 1923 une fabrique identitaire, une nation qui redoute encore ses ennemis intérieurs, toutes les minorités, pensez aux Kurdes et aux Alévis, bien sûr, et une nation qui, en fait, vit dans une forme de syndrome de l'encerclement, auquel encerclement la condamnerait ses ennemis extérieurs, c'est-à-dire à peu près le reste du monde. Alors justement, je vais vous citer Jean-François Colosimo à la sortie d'un empire. Moi je pense qu'au contraire, il veut gommer l'héritage de l'Atatürk. Il veut gommer. Je vais rappeler que vous êtes député des Français à l'étranger, dont la Turquie. Je suis député de la Turquie en 2018. La Turquie, il veut gommer l'héritage d'Atatürk. Il veut gommer l'héritage de Mustafa Kemal, qui est justement en rajoutant la composante islamiste. C'est ça qui est nouveau. Parce qu'à l'époque, la Turquie était un pays musulman, mais plutôt laïque. Et hélas aujourd'hui, pour moi, Erdogan aujourd'hui ne comprend que la force. Lorsqu'il a islamisé la basilique Sainte-Sophie, le monde s'est tu. Avec la Grèce en Méditerranée, le monde s'est tu. Lorsqu'il n'a pas condamné l'assassinat de Samuel Paty, le monde s'est tu. Par contre, il ne branche pas devant Poutine, il ne branche pas devant les Chinois pourtant qui massacrent les Ouïghours, parce qu'il ne comprend que la force. Et là, aujourd'hui, peut-être qu'il a été un peu trop loin, et là, il fait un peu marche arrière, Donc vous êtes méfiant. Jean-François Colosimo, c'est Meir Habib qui a fait cette remarque. Je vais vous demander juste de regarder la bonne caméra. Visiblement, vous n'êtes pas d'accord avec cette lecture. Je conseille, pardon, excusez-moi,
Ben, je conseille à Meir Habib, pour lequel j'ai beaucoup de respect, de lire mon livre et de s'informer un tout petit peu sur la réalité des liens idéologiques entre le kémalisme et l'erdoganisme. N'est-ce pas? Évidemment, c'est facile de dire il y a une bonne Turquie, c'est celle qui s'européanise, qui se laïcise, qui se modernise avec Atatürk, mais on oublie totalement dans ce cas-là le fait que Atatürk étatise l'islam et en fait aussi un carburant à son hypernationalisme. Atatürk n'est pas le contemporain de Daladier ou de Wilson, c'est le contemporain de Mussolini et de Lénine. Il accouche d'un pays tel un démiurge, il fait basculer toute une population d'une culture à une autre, et il laisse en fait un vide sidéral, symbolique. Ce n'est pas la Turquie qui a changé, c'est le monde autour d'elle. L'ultra-progressisme qui a servi de carburant à cette fabrique identitaire dans les années 1930 est aujourd'hui remplacé par la religion. Mais Erdogan se veut le refondateur derrière Atatürk. Et là où en fait Atatürk a nationalisé l'islam, qu'est-ce qu'il fait Erdogan? Il islamise la nation. Mais vous n'en sortirez pas. Dès le départ, vous avez affaire à un complexe politico-religieux. Si vous ne comprenez pas ça, vous ne comprenez rien à la Turquie aujourd'hui. C'est aussi simple que ça. Non, mais je crois, sans avoir lu votre livre, et je ne pense pas avoir vos compétences sur le sujet, mais j'ai eu l'occasion de rencontrer Erdogan à Ankara et avoir de longues conversations avec lui il y a quelques années. Et à votre question, est-ce que la Turquie redevient fréquentable ? Sur cette question-là, il faut essayer de regarder. Il y a une dizaine d'années. Il y a une dizaine d'années. La volonté, sans aucun doute, la volonté d'Erdogan était d'être fréquentable. La volonté d'Erdogan et de ses prédécesseurs était de faire en sorte que la Turquie fasse partie de l'Union européenne. Je ne reviendrai pas sur le fait qu'il a été rejeté. Est-ce que c'était bien? Est-ce que c'était mal? Mais en tout état de cause, la volonté d'Erdogan a été de faire partie d'un ensemble qui n'est pas du tout l'ensemble aujourd'hui dans lequel il est rejeté. Il n'a pas renoncé à son désir d'entrer dans l'Union européenne. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que pendant de nombreuses années, c'était l'objectif d'Erdogan. C'était même dans son discours politique. J'en ai longuement discuté avec lui. Et quand il a été rejeté, pour des raisons pour lesquelles on peut être d'accord ou pas d'accord, il a été obligé d'adopter une position totalement... C'est là que la stratégie a changé. Une position donc totalement... vous que c'est la faute des Européens. Je ne dis pas ça. Je dis simplement, il a changé à ce moment-là de position. Rapprochement de l'Europe, rejet de l'Europe. Et aujourd'hui... Il a insulté le président de la République, il a insulté Angela Merkel, il se comporte comme un shérif pour justement essayer d'asseoir sa popularité avec les masses populaires en Turquie. Mais moi je suis... La Turquie est un immense... Mais non, je dis simplement juste pour ne pas qu'il y ait... Est-ce que la Turquie a une chance d'entrer dans l'Union européenne? C'est la deuxième. Aujourd'hui, non. Jean-François Colossimo. C'est la deuxième illusion. C'est la deuxième illusion. Qu'est-ce qui se passe dans les années 1990? Dans les années 1990, l'islamisme pointe en Turquie. Le premier islamisme a échoué, qui est un islamisme traditionnel, n'est-ce pas? Celui de M. Erbakan. À ce moment-là, il y a une grande tournant dans la diplomatie américaine qui a été évidemment provoqué par la révélation de la guerre d'Afghanistan, qui a été évidemment amené aussi par la prise en compte de l'islam comme une force. L'Amérique parie sur l'islam politique déclaré, entre gros guillemets, modéré. Au même moment, l'Europe demande aux militaires turcs de rentrer dans leurs casernes parce que les désordres qu'ils causent du point de vue des droits de l'homme sont parfaitement intenables. Le dernier putsch en 1981 a été particulièrement une horreur avec une répression massive. Les militaires, les généraux, les héritiers de Kemal les plus directs, qui sont jusque-là européistes et occidentalistes, qui veulent l'Union européenne et qui veulent l'OTAN, cessent d'être européistes et évidemment demeurent dans l'OTAN. C'est là où Erdogan, avec un génie tactique formidable, se présente au guichet de Washington et au guichet de Bruxelles. Il ramasse la mise. Et c'est comme ça qu'il arrive au pouvoir, parce qu'il s'empare de l'idée européenne. Il y a une véritable aspiration européenne, surtout dans la partie ouest du pays. Il la ramasse. Et ça, on a tous les groupes libéraux qui étaient exclus, tous les groupes démocratiques qui étaient exclus, se disent, après tout, parions sur Erdogan.
Ouais. Il veut l'Europe. Absolument. L'Europe garantira une ère nouvelle de liberté. Si vous voulez bien. Entièrement d'accord. Mais enfin, c'est une tactique. Entièrement d'accord. Alors, en parlant tactique, en parlant tactique, entièrement d'accord. À vos côtés, non, pardonnez-moi, à vos côtés, Amin El Khatmi, qu'on n'a pas entendu en 20 secondes, pardonnez-moi, Amin, il nous reste 20 secondes. Est-ce que vous le voyez, ce Erdogan, en futur leader du monde arabo-musulman ? C'est peut-être son objectif, je ne sais pas. Je lirai votre livre avec attention. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'influence de la Turquie dans l'organisation du culte musulman en France. Et ça, c'est un vrai sujet politique, puisqu'on a vu, et diplomatique, puisqu'on a vu là, dans ces tout derniers jours, que par exemple, par rapport à cette charte... Ça va rouvrir un nouveau débat. Amine, ça va rouvrir un nouveau débat, pardonnez-moi. On arrête pour ce soir, merci à tous. Merci Jean-François Colosimo. Le sable turpan, je cours, ira à la Turquie. Bonne soirée à tous.